Salut l'équipe et bienvenue dans ce nouveau point de marché du lundi 28 avril 2025. Nous avons une semaine qui démarre dans le vert. Donc là, on a les performances des cryptos du top 100 sur une semaine et on voit quasiment que du vert. Donc ça fait extrêmement plaisir. Ce qui, moi, me dérange un peu, c'est que ce qu'on voit surtout, ce sont quand même des mêmes coins. On a ici le Pengu, le Bret, le Trump, le Bonk, le WIF qui ressortent nettement. On a aussi dans une autre catégorie, donc celle des agents IA avec Virtual. On a également SUI qui fait une très belle perf de plus 66%. Voilà, bref, un écosystème globalement crypto qui est dans le vert. Pour rappel, avant de commencer, je ne suis pas conseiller financier, je n'ai toujours pas malheureusement de boule de cristal. On va aller voir les graphiques de différentes classes d'actifs comme le S&P 500, le Nasdaq, le gold, le dollar. On ira voir bien évidemment les cryptos. L'analyse technique n'est pas une science exacte, mais elle permet d'établir différents scénarios avec des probabilités différentes qui y sont associées. Pour moi, il n'y a pas d'indicateur magique, mais cela reflète la psychologie des marchés, ce qui est le driver des marchés financiers. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur les différents graphiques et je vous dirai ce que j'en pense, c'est mon interprétation, c'est mon avis sur ce que je peux lire du marché. Et je serai ravi d'avoir le vote, donc n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis un peu plus d'un an maintenant, je partage mon expérience dans l'investissement crypto. Donc je vous invite, si vous me découvrez, à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir les différents types de contenus. Et si vous pensez que ça peut vous être utile, eh bien je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Pour ceux qui débutent, j'ai mis à votre disposition dans la description un guide gratuit qui vous présente toutes les bases nécessaires pour pouvoir bien débuter sereinement dans l'investissement crypto. Ceci étant dit, on attaque par Bitcoin, le boss. Dans la vidéo de la semaine dernière, on était ici en train de dépasser cette oblique. On voit que du coup, une semaine après, le franchissement de la zone des 92 000 s'est fait quand même avec force et que la semaine démarre plutôt bien. Aujourd'hui, donc on est à un peu plus de 95 000 $. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ce que je voudrais préciser cette semaine, j'ai oublié la semaine dernière, c'est ici la moyenne mobile 50. On est ici en semaine, en weekly, qui continue de faire office de support, un support dynamique qui, depuis ici, cette sortie du marché baissier, hop là, si je dézoome un peu, on avait ici ce marché baissier donc, qui a duré pendant un an sur Bitcoin. Ici, on a la cassure de la moyenne mobile 50 semaines et depuis, le mouvement haussier est enclenché. On est venu pas loin ici sur septembre 2023. On est revenu ici rebondir sur septembre 2024 et là, plus récemment, donc avril 2025, on est venu rebondir dessus. On était dans un range ici qu'on a cassé à la baisse. Ici, on est venu travailler cette zone des 80 000. J'avais dessiné un potentiel nouveau support autour des 70 000 qui correspondait ici environ, hein, on est sur des zones, hein, même si là les traits sont peut-être assez précis, on parle souvent de zones plus, au niveau de l'ancien ATH qui avait fait office ici de résistance, donc avant d'être cassé à la hausse sur fin 2024. Et donc là ici, on a une cassure de cette oblique, on a une réintégration du range. C'était le scénario privilégié, le plus optimiste et aussi celui que j'espérais. Et donc maintenant, ce à quoi je m'attends, donc le scénario que je privilégie, mais vous savez, tous les scénarios ont leur probabilité de se réaliser. Vous savez, c'est pas parce que pour moi, la probabilité de partir à la hausse était plus haute que de partir à la baisse que ça allait forcément partir à la hausse. Ça ne marche absolument pas comme ça. On aurait très bien pu baisser. Éventuellement même passer en dessous des 70 000, c'est encore possible, tout est encore possible. Je pense dans l'investissement, quelle que soit la classe d'actifs, il faut toujours avoir en tête que tous les scénarios sont réalisables et il faut ajuster sa stratégie en fonction de ce qui se passe et pas en fonction de nos espérances. Donc comme on a une tendance long terme qui est haussière, une tendance moyen terme qui est haussière et là une tendance court terme qui revient haussière, le scénario que je privilégierais, c'est d'aller peut-être un petit peu dans le range avant de casser à la hausse et faire de nouveaux ATH sur Bitcoin. Est-ce que ça veut dire que, comme l'envisagent certains, on n'aurait pas plutôt un scénario de Dead Cat Bounce? Donc Dead Cat Bounce, c'est le rebond du chat mort avec ce rebond ici avant ensuite de repartir à la baisse et d'aller plonger sous le support des 70 000.
c'est un scénario aussi qui est envisageable, mais c'est juste que c'est pas celui aujourd'hui que je privilégie. Si effectivement demain ça repart à la baisse et on passe en dessous, là, comme je le disais la semaine dernière, on aurait une invalidation de la tendance moyen terme haussière. On serait plutôt du coup sur une tendance baissière court terme et moyen terme. Mais pour le moment, du coup, les tendances, quelles que soient pour moi en tout cas les différents horizons de temps, on reste haussier. En revanche, si on regarde Ethereum, la tendance est nettement moins bonne. On est venu rebondir ici sur le support autour des 1500, le RSI qui a frôlé la survente autour des 30. On est sous la moyenne mobile 50. Ici, donc, on a un rebond qui est intéressant, mais qui reste quand même assez faible par rapport à Bitcoin. Il va falloir beaucoup plus de volume et de force pour pouvoir redonner à Ethereum une tendance haussière moyen terme. Pour moi, on est baissier court terme, baissier moyen terme. On reste encore haussier long terme, mais ça reste quand même pas très attractif à court et moyen terme. Ce qui fait qu'une tendance est haussière, c'est qu'on va avoir des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Et ce qui fait qu'une tendance va être baissière, c'est à l'inverse d'avoir des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et ce qu'on observe aujourd'hui sur Ethereum, c'est qu'ici, par exemple, on a un bas ici autour des 3000, un bas ici autour des 2200, un bas ici autour des 1500, et donc on fait des bas toujours plus bas et des hauts qui n'ont pas été plus hauts. Alors même si ici on pourrait se dire que on a des hauts qui se maintiennent, c'est vrai, mais c'est quand même pas très encourageant. On n'a toujours pas dépassé ici le plus haut historique. Donc sur le long terme, on peut considérer encore qu'on est en tendance haussière sur Ethereum. Par contre, à moyen et court terme, c'est baissier. Ce qu'il faudrait pour redonner de la force à Ether, c'est d'aller rapidement au-dessus des 3000 $ et d'aller faire un nouvel ATH à 5000. Ce que je pense, c'est que ça peut aller très très vite sur Ether pour avoir vécu déjà les cycles de 2017 et de 2021, les bull runs assez fous que Ether a connus. J'ai connu déjà ces phases-là où on disait que Ether était mort avant qu'il fasse une performance de fou et qu'il surperforme Bitcoin. Alors les performances passées ne présagent pas des performances futures, donc est-ce que Ether sera encore capable de le faire? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, je pense que dans le cadre de la psychologie des marchés, on a aujourd'hui très peu d'intérêt pour Ethereum. Les investisseurs de manière générale délaissent cet actif puisqu'ils sont déçus de ses performances sur ce cycle, mais que si demain on venait à faire des nouveaux ATH, on pourrait avoir un shift dans la psychologie des investisseurs et au contraire une ruée vers cet actif puisque fondamentalement Ethereum reste le leader de tout ce qui supporte la finance décentralisée. C'est la blockchain hors Bitcoin la plus sécurisée. C'est la deuxième plus grosse capitalisation. Voilà, on parle d'une crypto qui a quand même déjà fait ses preuves. Même s'il faut sans arrêt les faire et que rien n'est gagné dans le business ou dans la compétition qu'il y a entre blockchains, c'est sûr qu'il faut que Ethereum continue de construire. C'est ce qu'ils font d'ailleurs et ça fera l'objet d'une vidéo qui sortira, je pense, la semaine prochaine, où je vous présenterai les prochaines mises à jour de Pectra et Fusaka. Mais pour revenir au cours d'ETH, si on regarde aujourd'hui sur le marché des alts, il y en a qui sont dans des configurations qui sont beaucoup plus haussières, qui sont beaucoup plus intéressantes d'un point de vue investisseur. Mais toujours sur les alts, on va aller jeter un petit coup d'œil à la dominance du Bitcoin. Dominance du Bitcoin qui est toujours sur ses plus hauts. La semaine dernière, ça a été une semaine encore en hausse. Cette semaine, on démarre également en hausse. Comme je vous disais, on pourrait aller revenir, atteindre les 72% et revenir du coup sur ce niveau-là des plus hauts du cycle de 2020-2021 avant potentiellement d'entamer une baisse de la dominance avec une alt season, sous réserve qu'un jour elle ait lieu. Je reste convaincu qu'à un moment donné du cycle, les altcoins auront leur moment. C'est pas encore le cas. Je vois pas de signe qui amènerait une alt season demain. Là, potentiellement, peut-être juste un peu de surachat quand on regarde au niveau du RSI. Mais sinon, on continue la tendance haussière sur la dominance Bitcoin. Voilà, rien à dire de plus. Ce que je voulais vous montrer avant de passer aux autres classes d'actifs, c'est les forts volumes qui arrivent au niveau des ETF sur Bitcoin. Ici, on voit sur la journée du 21, on a 380 millions d'entrées donc en positif. Sur le 22, on est à plus de 900 millions. Sur le 23, on est également à plus de 900 millions. Donc des entrées extrêmement fortes la semaine dernière, le 24, 440 millions.
et sur le 25, 380 millions. Donc ça fait plusieurs milliards qui sont arrivés la semaine dernière sur les ETF Bitcoin. Et si on compare avec Ether, on n'est pas du tout dans le même ordre de volume, même s'il y a une petite reprise, ça reste quand même très léger. Le 21 c'était moins 25, le 22 plus 38, on est en millions, le 23 moins 23, donc vous voyez un jour c'est plus, un jour c'est moins, le 24 plus 63 millions, donc là ça part un peu plus fort, le 25 plus 100 millions, donc là c'est un peu plus significatif, mais voilà, c'est très très loin des niveaux qu'on peut voir sur Bitcoin où il y a eu plusieurs milliards d'inflows positifs. Concernant le gold, je titrais la semaine dernière attention au FOMO sur l'or. On a eu donc une semaine en repli avec une belle mèche qui est venue taper le haut du canal haussier. Cette semaine, on est légèrement en baisse. Alors, ça ne veut pas dire que l'or va forcément baisser. L'or est rentré dans une phase haussière extrêmement puissante depuis début 2024 et donc l'extraction haussière de cette résistance autour des $2000, donc on a un mouvement très puissant sur l'or. Maintenant, voilà, comme je le notais, on est en RSI et donc de surachat. Voilà, donc l'or n'a pas forcément terminé sa hausse, mais potentiellement va entrer peut-être dans une petite phase de consolidation. Moi, je le verrais bien revenir un peu sur sa borne basse avant de remonter. En tout cas, c'est la tendance actuelle, c'est la tendance qui est dessinée. Maintenant, voilà, comme je le disais en début de vidéo, tous les scénarios restent envisageables. L'or peut partir encore de manière plus verticale ou au contraire se retourner potentiellement au profit des actifs qui sont un peu plus à risque, comme les cryptos qui sont en fort rebond, et également pour faire la transition avec le S&P 500. Donc le S&P 500 qui avait breaké donc à la baisse sa moyenne mobile des 50 ici donc sur fin mars, une très grosse bougie rouge avant de remonter fortement. Donc là c'était l'épisode des tarifs douaniers de Donald Trump qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs, mais qui, comme on peut le constater, a de moins en moins d'impact. Donc on est sur un gros rebond du S&P 500. Ce que je disais par rapport à Trump, ça se traduit par une baisse significative du VIX. Donc le VIX, c'est l'indice de volatilité sur le S&P 500. Généralement, plus le VIX monte, donc plus il y a de peur sur le marché, plus il y a d'incertitude, plus il y a de volatilité. Et généralement, c'est dans ces périodes-là que on a des chutes importantes sur les marchés boursiers. Et donc là, on a une baisse qui est très forte et qui s'accompagne. Donc on l'a vu sur la S&P 500. On le voit également ici sur le Nasdaq, où on est en train de reprendre le niveau de la moyenne mobile 50. En tout cas, on s'en approche avant de pouvoir réintégrer donc ce niveau de range et potentiellement continuer, si on dézoome un peu, ce canal haussier, cette tendance haussière sur le S&P 500. Donc pour finir avec le dollar, le DXY, donc c'est le dollar versus un panier de devises. On a eu un break du niveau de support ici au niveau des 100. Cette semaine, on est juste le lundi, donc rien n'est encore fait sur cette semaine, mais potentiellement un rebond ici. Donc j'avais dessiné sur un horizon un peu plus long terme ce canal haussier sur le dollar. Maintenant, on sait que Trump veut faire baisser le dollar versus les autres devises. On est ici sur une zone de survente, donc techniquement, on pourrait s'attendre à un rebond puisqu'on a une convergence ici du support, ici de la tendance haussière et également ici donc du RSI. Après, si on dézoome et qu'on se met en annuel, donc une bougie représente un an. Comme je vous disais, ce qui détermine une tendance, c'est l'évolution des points hauts et des points bas. Ici, on a des points hauts qui sont de plus en plus bas. Ici, des points bas qui sont de plus en plus bas. Donc, je dirais qu'on a de manière très lointaine, en remontant du coup dans les années 70, on a plutôt une tendance baissière sur le dollar. Là, on est dans une phase du coup haussière depuis un peu moins de 20 ans. Donc, on est dans ce canal haussier. Donc, on pourrait continuer de monter et faire du coup peut-être un point haut ici qui sera plus haut que le précédent, ou au contraire repartir dans une phase baissière. Ici, si ça break à la baisse, ça peut donc enclencher une tendance baissière moyen court terme
sur le dollar. Voilà, encore une fois, tous les scénarios sont toujours possibles. Moi, le scénario que je privilégierais, malgré la volonté de Trump de faire baisser le dollar, c'est malgré tout, à moyen terme, d'avoir un rebond. Je vais me remettre en semaine, d'avoir un rebond ici. Si c'est pas sur cette résistance-là, de l'avoir ici. Voilà. Dollar versus un panier de devises, je m'attends plutôt à un rebond. Et l'inverse, du coup, pourrait entraîner un retournement de tendance court-moyen terme pour rejoindre la tendance long terme baissière sur le dollar. Si on regarde ici l'euro versus le dollar, on a une tentative de breakout de ce canal baissier, donc une tentative où l'euro redeviendrait plus fort que le dollar. Donc avoir cette zone là qui est en train d'être travaillée comme elle a été travaillée ici et ici avant de partir à la baisse. Voilà, l'euro qui était une monnaie un peu délaissée où le dollar apparaissait comme une valeur refuge il y a encore peu. Aujourd'hui, on se tourne plus vers l'euro que vers le dollar et donc l'euro comme ça monte en puissance. Donc ce sera très intéressant de suivre dans les semaines qui viennent si l'euro parvient à faire des nouveaux plus hauts ou pas. En tout cas, ici, on est quand même dans une zone de surachat. Donc beaucoup vendent leur dollar pour aller vers de l'euro. Maintenant, là aussi, si je dézoome, on a une tendance qui est plutôt haussière et plutôt favorable à l'euro. Donc d'ailleurs, je serais curieux de savoir quelle est votre vision. Est-ce que vous êtes surpris de voir ce graphique? Est-ce que vous avez déjà vu les choses avec autant de, on va dire, de recul? Puisque là, on est donc dans les années 70-80. Avec des plus bas qui sont toujours plus hauts. Et alors, évidemment, vous allez me dire oui, mais c'était pas l'euro, c'était le franc en l'occurrence pour les Français. C'est une consolidation des différentes monnaies qui est retraduite ici. Voilà. Mais ça veut dire que potentiellement, peut-être on marque un plus bas ici qui sera plus haut que les précédents avant de repartir à la hausse. Ou au contraire, peut-être le scénario du coup d'une continuation de tendance baissière. Moi, en tout cas, à court et moyen terme, je m'attends plutôt à un rejet ici et une baisse de l'euro versus le dollar parce que même si Trump veut faire baisser la puissance du dollar, c'est également quand même l'intérêt des entreprises européennes de ne pas avoir un euro trop fort par rapport au dollar, surtout dans un contexte de taxes douanières. Si les entreprises veulent continuer ou développer leurs exportations vers les USA et principalement, mais aussi les autres pays qui vont transiger en dollars, aucun intérêt d'avoir un euro trop fort. Donc probablement voilà une consolidation sur ces niveaux-là ou une baisse à venir. En tout cas, c'est le scénario que je privilégierais. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été également utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like. Ça permet de soutenir gratuitement le travail. Je vous invite également, donc pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, à le faire. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez également que je parle d'autres actifs, si vous voulez que je parle peut-être en particulier de certaines altes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.